passerait presque sous silence, entre autres, les discussions que nous avons eues et que nous avons encore sur la pertinence des termes. Par exemple, cette controverse autour des modèles génériques, que après Bernard Miège, Lucien Perticose, dans une perspective d'ailleurs un peu différente, vient de soulever dans un article très récent, avec des arguments qui me semblent intéressants, mais qui ne me convainquent pas tout à fait. Lorsque Lucien réserve le titre de modèle générique au modèle éditorial et au modèle du flot, au double motif que, premièrement, les trois autres modèles n'auraient pas, non pas d'ailleurs, c'est vrai, la même ancienneté que les deux premiers. Je suis d'accord, mais je ne vois pas très bien dans quelle mesure l'ancienneté a quelque chose à voir là-dedans. Et second motif, que le modèle du courtage informationnel vit de ressources qu'il ne fait pas vivre, la presse, la musique enregistrée, etc. Motif auquel j'objecterai pour ma part que, premièrement, le rapport Lescure le montre, il faudra bien que le prédateur contribue un peu à le fonctionnement et à la dynamique des industries dont il se sert. Et puis, deuxièmement, si on retient ce critère du ne pas faire vivre, alors à ce moment-là, il faut aussi exclure l'édition et le modèle éditorial, parce que je ne pense pas qu'on puisse dire que les éditeurs font vivre les auteurs, dont pourtant ils se servent des œuvres. Plutôt que d'entrer dans les controverses dont je viens juste de vous donner un petit aperçu, je voudrais rappeler que la théorie des industries culturelles appréhende les modèles socio-économiques comme des formes idéales typiques possédant au moins 6 caractéristiques dont, avec plus de temps que je n'en dispose, il faudrait voir dans le détail dans quelle mesure elles s'appliquent ou elles pourraient s'appliquer aux industries créatives. La première caractéristique, c'est que les modèles socio-économiques s'inscrivent différentiellement dans ce que je proposerais d'appeler les cadres anthropologiques du flux et du stock. On pourrait aussi appeler, de ce point de vue, je serais d'accord avec Bernard, on pourrait appeler des cadres génériques. Par exemple, le modèle éditorial est du côté du stock, comme le sont d'ailleurs aussi le modèle du club et, dans une certaine mesure, le modèle du courtage. Tandis que le modèle du flow est du côté du flux, ainsi que le modèle du compteur. Deuxième caractéristique, ces idéales types définissent les conditions dans lesquelles se déploient les stratégies et comportements de l'ensemble des acteurs concernés, donc pas seulement des entreprises et des acteurs, c'est une différence par rapport au modèle d'affaires de Pierre Jean, mais aussi de l'État, des instances de régulation, des consommateurs et toutes les idéologies afférentes. C'est la raison pour laquelle ces modèles véhiculent en même temps qu'ils sont portés par ce que, faute de mieux, j'ai appelé des cultures différentes. Là aussi, j'insiste sur la différence par rapport au modèle d'affaires, dans la mesure où, par exemple, le modèle éditorial, qui fait appel, Eric l'a rappelé tout à l'heure, qui fait appel au principe d'une appropriation physique de biens culturels, par exemple un livre que j'ai en main, qui découple l'acquisition et la consommation, et qui repose sur la double autorité de l'auteur et de l'éditeur, ce modèle éditorial renvoie, d'une certaine façon, à l'idéal humaniste, lui-même revivifié par l'esprit des Lumières, de l'espace cultivé bourgeois, dont l'épicentre est la bibliothèque, la librairie, et qui, en référence à l'homme de lettres, grande figure des philosophes du XVIIIe siècle, détermine la conception kantienne de l'espace public. Ce faisant, ce modèle éditorial se situe aux antipodes du modèle du flot, à base de consommation sans appropriation, à base de rémunération indirecte et de synchronisation, de confusion entre l'accès et la consommation. Ce modèle du flot, qui correspond précisément à cette culture de masse qui naît à la fin du XIXe siècle, culture des médias de masse, ou plus exactement, pour reprendre la formule de Dufresne, culture de la construction de la masse par les médias. J'ajoute que les modèles socio-économiques se distinguent aussi des modèles d'affaires en ce qu'ils ne tiennent pas à la rationalité par les buts, pas seulement à la rationalité par les buts, mais qu'ils s'en tiennent à la rationalité, mais qu'ils s'intéressent également à la rationalité par les valeurs. Troisième caractéristique,
l'on n'observe aucun lien automatique entre telle sous-filière et tel modèle socio-économique. Par exemple, la presse sollicite 3 modèles, éditorial, flow et courtage. Aucune filière n'ayant l'apanage d'un modèle et réciproquement. Par exemple, les 5 modèles sont présents dans l'audiovisuel. Au contraire, l'une des conséquences de cette transversalité, c'est que les mêmes produits sont recyclés d'une filière à l'autre, mais selon des modalités différentes et dans des contextes qui changent, en particulier où les positions dominantes changent. Par exemple, si on prend le cas du film, le producteur est la figure dominante dans le modèle éditorial, mais il ne l'est plus dans le modèle du flow, où à la télévision, c'est en fait le programmateur qui est la figure dominante, lequel programmateur est lui-même soumis, dans le modèle du club par exemple, est soumis à celui qui tient le club. On peut dire que d'une certaine façon, l'histoire des industries culturelles, c'est l'histoire de ce recyclage des produits en cascade d'un modèle à l'autre. Quatrième caractéristique, ces modèles, et là encore c'est je crois une grande distinction par rapport au modèle d'affaires, ces modèles sont des règles du jeu et non pas des modes du fonctionnement. Pour emprunter une métaphore à Saussure, je dirais qu'ils sont du côté de la langue, ils sont du côté des règles, et non pas du côté de la parole, c'est-à-dire du côté de l'usage de ces règles. Les règles en question ne déterminant évidemment pas entièrement la manière que chaque locuteur a de parler. La manière dont chaque locuteur a de parler, c'est les modèles d'affaires. Cela signifie qu'en tant que tel, ces modèles sont intangibles, mais qu'en revanche, les stratégies des acteurs, elles, les interprètent différemment et peuvent d'ailleurs en combiner 2 ou plusieurs. Cinquième caractéristique, j'en suis déjà à la 6e. Cinquième caractéristique, je me suis trompé, excusez-moi. Non, si, la 6e. Cinquième caractéristique, ces modèles se différencient les uns des autres par toute une série de traits. Alors, vous connaissez la nature des biens, le type d'accès, le mode de valorisation, le taux salarial, la structure des compétences, le type de consommation, etc. Mais je pense que la distinction fondamentale entre de l'un à l'autre de ces 5 modèles, la distinction fondamentale, c'est la manière dont chacun coordonne, attribue à une figure centrale le rôle de coordonner toutes les ressources de l'amour. Et c'est ainsi que nous avons pu distinguer le modèle éditorial dans lequel c'est justement l'éditeur, au sens très large, qui joue la figure centrale, le modèle du flow, le modèle du club, le modèle du compteur et le modèle du courtage informationnel. Quand je dis d'ailleurs nous avons pu, je fais ici référence aux premiers travaux de Patrice Flichy 1 et Bernard Miège, mais je fais aussi évidemment référence aux travaux de Gaëtan Tremblay et Jean-Louis Lacroix. Nous-mêmes, pour ce qui nous concerne, pour le compteur c'est Bernard Miège, pour ce qui nous concerne, sur le modèle du courtage informationnel, Yolande Comblès et moi et d'autres, nous avons essayé de montrer qu'en fait, il attribue le rôle principal à un intermédiaire autonomisé dont Franck Robillard dit, je cite exactement ses propos, dit qu'il se caractérise par l'appariement entre une surproduction numérique en amont et un accès individualisé en aval. 6e et dernière caractéristique, la notion de modèle socio-économique participe de l'impératif, porté en premier lieu par les politiques publiques, de fédérer les industries culturelles et de les constituer en un ensemble par-delà leurs différences. Et le point évidemment important, c'est de savoir qui fédère et pourquoi. J'en viens à mon second volet, qui est celle de savoir justement dans quelle mesure la méthodologie ou la typologie qui a été établie, dans quelle mesure cette typologie pourrait être applicable ou est applicable aux industries créatives. Alors, plutôt que d'entrer dans le détail, je n'en ai pas le temps, je voudrais simplement mettre l'accent sur un certain nombre d'observations. Il y en aura 3, je pense. La première observation, c'est que si on considère les mutations au sein des industries culturelles, c'est le premier cercle, il me semble qu'on peut interpréter la montée en puissance du modèle de l'intermédiation comme le résultat d'une double injonction créative. Injonction adressée aux créateurs pour qu'ils se libèrent, pour qu'ils libèrent leur potentiel de création en s'affranchissant des contraintes des anciennes médiations et en confiant leur production à de nouveaux intermédiaires supposés neutres. De ce point de vue-là, le travail qui a été présenté hier par Vincent Bulic et Thomas Guignard met bien l'accent sur la notion d'affiliation. Et très intéressante à cet égard est le cas de Corélis, qui a été exposé également hier, où on voit comment les
les auteurs et les utilisateurs s'affilient en fait à la même plateforme. Mais je dirais que derrière Corellis ou avec Corellis, il y aura par exemple un exemple qu'on a intérêt à suivre de près, qui est celui de la plateforme revue.org. En effet, cette initiative qui, je le signale, est en train de changer en profondeur le paysage éditorial scientifique français en sciences humaines et sociales, est elle-même à resituer dans le contexte des tentatives multiples et souvent contradictoires de reformulation des niveaux de propriété intellectuelle par palier, c'est les travaux de Lessig notamment, ainsi que dans le contexte de l'essor des modèles d'affaires, et cette fois là on est bien dans le modèle d'affaires, et en particulier des modèles de type freemium, auxquels recourt un nombre croissant d'intermédiateurs, depuis revue.org jusqu'à Le Bon Coin, en passant par Skype, LinkedIn, Flickr, Deezer, Spotify, etc. Et deuxième injonction, non plus cette fois du côté des créateurs, mais du côté des utilisateurs, qui sont incités à développer leur créativité en composant eux-mêmes leur menu, en nourrissant leur portfolio, en structurant leur profil, et puis bien sûr en contribuant par leur propre contenu. Et on voit comment se constitue alors une idéologie, une culture dont je parlais tout à l'heure, entre gratuité et empowerment. Deuxième observation, cette fois concernant le deuxième cercle, celui des activités artistiques artisanales engagées dans un processus d'industrialisation. La question décisive, c'est de savoir ce que cette dynamique, ce que ce processus d'industrialisation doit au modèle socio-économique propre aux industries culturelles. Alors, on ne peut pas répondre à cette question en général, il faut y répondre au cas par cas, mais néanmoins, je voudrais mettre l'accent sur l'installation qui a été relevée par plusieurs collègues de véritables structures d'intermédiation relevant d'un courtage informationnel, dont on voit bien qu'il accompagne, qu'il autorise un développement vers l'industrialisation. Troisième observation, on pourrait dire d'ailleurs la même chose également de l'emprunt à un modèle éditorial, l'éditorialisation par exemple des produits d'artisanat d'art. Troisième observation, et j'en aurai fini, c'est celle du troisième cercle, c'est-à-dire des industries non culturelles, mais qui sont sur la voie de leur culturisation. Et il est probable qu'on est moins alors cette fois dans l'ordre de l'emprunt de modèle socio-économique, comme dans le deuxième cercle, mais qu'on est plutôt dans des références de type métaphorique. Lorsque par exemple Swatch se mettra à associer au risque de la commercialisation de ses montres des artistes qui signent ces montres, alors on pourra dire que Swatch se situe dans un modèle éditorial. Mais comme vous savez, on est très loin de cette situation. De la même façon, on pourra dire que quand l'industrie brassicole qui pratique la distinction par la singularité du brasseur qui met sa signature sur la bouteille de bière, quand l'industrie brassicole jouera de la dialectique du tube et du catalogue, alors à ce moment-là, on pourra dire que l'industrie brassicole est une industrie culturelle. Pour le moment, ce n'est pas le cas, c'est simplement un emprunt, en quelque sorte, un emprunt métaphorique à des modèles en provenance des industries culturelles. J'en viens à ma conclusion. Ma conclusion pour dire que ce qui associe les trois cercles des industries culturelles, des secteurs artistiques en cours d'industrialisation partielle et des secteurs industriels en cours de culturisation, c'est bien ce tournant créatif qui les affecte tous les trois, et dont le recours au modèle socio-économique des industries culturelles est le modus operandi, mais comme vous l'avez vu, ou comme j'ai essayé de vous le montrer, avec des usages très différents, des statuts très différents accordés à ces modèles socio-économiques. Deuxième conclusion, et c'est la fin, si tout ce que je viens de vous suggérer est à peu près exact, alors je pense qu'il faudra se persuader que ce ne sont pas les industries culturelles qui se fondent dans les industries créatives, mais plutôt les industries créatives qui, pour s'industrialiser et pour se culturiser, font appel au modèle économique, socio-économique des industries culturelles. Merci.
Bien. Personnellement, je vais donc essayer de voir, je me situe un peu de façon décalée par rapport à Pierre Meulin, en quoi les modèles socio-économiques pourraient être contestés par les modèles d'affaires. Les modèles socio-économiques sont-ils contestés par les modèles d'affaires? C'est une interrogation qui évidemment traverse les gens qui participent à ce colloque. Cette interrogation elle est difficile à traiter parce que aussi bien les modèles socio-économiques, personnellement je n'emploie pas cette qualification, je pourrais dire pourquoi, mais c'est pas le moment ici, que les modèles d'affaires en réalité sont des propositions qui ne sont pas unifiées, homogènes complètement, donc il est difficile de savoir à quelle théorie, de quel point de vue on se place pour les comparer et les mettre en relation. Et puis, un autre point qui n'a peut-être pas été souligné jusqu'à maintenant, c'est le fait que les modèles socio-économiques des industries culturelles sont en évolution, en mutation depuis déjà assez longtemps. Et je cite un certain nombre de ces mutations ici, ces mutations qui n'ont pas grand-chose à voir, ou peu à voir, ou pas complètement à voir avec les questions liées aux industries créatives. Ce qui pourrait, une réponse qui pourrait être donnée à l'interrogation qui est au centre de ma communication, c'est d'opposer courte durée, moyenne et longue durée. C'est d'opposer conjoncturel et structurel. C'est d'opposer changement et mutation et innovation. C'est d'opposer sciences de gestion et sciences sociales et sciences de la communication. Enfin, c'est la première idée qu'on peut avoir pour mettre en rapport modèle d'affaires et modèle socio-économique ou modèle de production-consommation des industries, des produits des industries culturelles. Je vais essayer de montrer que ce n'est pas ainsi que le problème se pose, pour des raisons qui sont parallèles à celles que Pierre Meulin a présentées et qui, je pense, les complètent. Je me suis intéressé donc de façon précise au modèle d'affaires, enfin aux travaux sur les modèles d'affaires qui sont faits à propos des industries créatives. J'ai lu la littérature diverse, mais je dois dire, il est sorti. Attendez, d'accord. Je dois dire que je me suis surtout centré, enfin, j'ai lu d'autres choses, mais centré sur l'ouvrage dirigé par Pierre-Jean Bengozi, qui est paru tout à fait à la fin de l'année dernière, qui s'appelle Entreprises culturelles et Internet, contenu numérique et modèle d'affaires innovants. Ouvrage qui est basé sur une analyse d'un certain nombre de plateformes et qui présente une analyse d'ensemble. Analyse d'ensemble que la présentation qu'il a faite à partir de données d'enquête différentes, qu'il a fait tout à l'heure, modifie quelque peu. Peut-être qu'on aura l'occasion de discuter de ça. En tout cas, dans cet ouvrage que j'ai lu de près et qui est fort intéressant, parce qu'il y a un effort de théorisation qui est présenté par les différents auteurs, j'ai tiré une définition qui est celle de Wackrat, et cette définition, en fait, est centrale, à mon avis, par rapport pour expliquer la démarche de ceux qui mettent l'accent sur les modèles d'affaires, puisque ce qui les intéresse, c'est de mettre l'accent sur ce que j'ai souligné, les choix stratégiques, les sources de revenus et la structure des coûts des organisations et des entreprises. C'est ce point-là, bon, qui est une approche qui est celle de gestionnaire de façon générale, ce point-là me paraît, en tout cas pour Wackrat et pour les auteurs, différents auteurs de cet ouvrage, est central. Alors évidemment, les modèles socio-économiques ou modèles de production-diffusion des produits culturels industrialisés ne mettent pas du tout l'accent là-dessus. Il y a une très grosse différence et qui est perceptible si vous pensez à ce que Pierre Meulin vient de dire. Moi, j'ajoute aussi à ce que Pierre Meulin vient de dire
Un autre point qui me paraît central, et précisément dans la comparaison avec les modèles d'affaires, ce point, c'est que les modèles socio-économiques, ou dits socio-économiques, en réalité, mettent l'accent sur tout ce qui se passe sur l'ensemble de la chaîne. C'est-à-dire que la conception des produits, la création, si vous voulez, l'édition, la diffusion, la commercialisation, la consommation, en fait, sont interreliés, ou sont structurés, ça comme vous voulez. C'est l'un des points clés, à mon avis, de la théorie des industries culturelles, que de mettre l'accent sur cette articulation tout au long de la chaîne. C'est évidemment pas le cas des modèles d'affaires, selon la définition que j'ai indiquée, qui a été... je donnerai aussi une autre définition tout à l'heure de Pierre-Jean Bengozi, qui complète ce que je viens de dire. Ce que Pierre a fait précédemment me fait gagner du temps, autrement dit, je ne vais pas essayer de montrer quels sont les éléments structurants des modèles socio-économiques, et pour avoir une représentation, une idée, enfin, reportez-vous à ce que Pierre a dit. Alors, j'en viens maintenant à ce qui, pour moi, à l'issue de la petite recherche que j'ai faite, ce qui est central dans les modèles d'affaires. Ce qui est central dans les modèles d'affaires, ou les postulats de départ, c'est de rechercher, d'abord, ils s'intéressent aux modèles d'affaires numériques innovants. C'est-à-dire que c'est ça qui est le point de départ. Ce qui n'est pas numérique et ce qui n'est pas a priori innovant n'intéresse pas les auteurs, qui offrent surtout des contenus auto-édités ou avec des financements participatifs et qui favorisent la participation des usagers consommateurs à la conception du produit, ainsi que la diversité et la facilité d'accès. C'est-à-dire que par rapport à ce que nous connaissons de l'histoire des produits culturels, il y a là une différence très importante. Il y a un accent qui est mis sur la coopération du consommateur qui est central, et un accent qui est mis sur l'innovation technique qui est centrale. Ces modèles doivent s'adapter à l'évolutivité de l'offre des dispositifs techniques et s'appuyer sur l'information. Enfin, l'informationalisation, effectivement, est un point central dans les modèles d'affaires, et ils sont à la recherche d'une hybridation des formes commerciales. Ce qui ne les empêche pas de se présenter comme le laboratoire de la nouvelle économie de la culture et de la communication. Autrement dit, c'est peut-être là qu'il y a une première question qui serait posée. Enfin, est-ce que toute l'économie de la culture et de la communication va passer par ces modèles d'affaires? Je crois qu'il y a un saut qui l'interroge, en tout cas qui m'a interrogé. Un autre point, c'est l'idée d'éditorialisation. À ne pas confondre, à mon avis, avec l'édition, avec ce que Pierre Mugin vient de dire sur le modèle éditorial. L'éditorialisation, telle que pratiquée dans les recherches de modèles d'affaires, en fait, a beaucoup à voir avec l'édition, disons, à la mode informatique, issue du champ de l'informatique. Ça me paraît, comme on dit, c'est un point enfin, il n'y a pas de confusion de ce point de vue-là. Il y a des termes qui sont relativement différents. L'accent est mis sur les plateformes, et on conviendra après les discussions qu'on a eues depuis 2 jours que c'est un point central, enfin, l'accent sur les plateformes, et moi c'est un point, je partage parfaitement ça. Et les clients sont supposés être dans des relations différentes, des relations d'appartenance, d'attachement. Autrement dit, là on a affaire à des clients qui ne sont pas les clients ordinaires, les clients tels que le marketing les a pratiqués depuis dans les dernières décennies. Et un autre point non signalé mais central, c'est qu'à mon avis, le business to business, ou le B2B, est lui pris en compte, et peut-être même central, au B2C, enfin plus important que le B2C, enfin dans les modèles d'affaires, le B2B est au premier plan. Enfin, évidemment, les ressources publicitaires sont à l'arrière-plan du modèle d'affaires. Enfin, qui s'approprie les ressources publicitaires, comment s'approprier les ressources publicitaires, c'est un élément central. Et à partir de là, j'ai dit que je proposerais une autre définition des modèles d'affaires. Cette définition, elle est de Pierre-Jean lui-même,
et je la lis. Nous qualifions de business economic models les configurations économiques, structures d'investissement, prix, mode de tarification, organisation de la production et de la diffusion, partenariat et positionnement concurrentiel, qui caractérisent les formes de production et de commercialisation d'un bien, assurant pour un acteur économique donné la pérennité et la rentabilité de son activité. J'ai l'impression qu'à partir de cette définition, j'ai l'impression que le terme même de modèle doit lui aussi être interrogé. Et j'y là une différence avec les modèles socio-économiques, pour parler vite. Les modèles socio-économiques qui sont fondés quand même sur une permanence, une stabilité dans le temps, une consistance plus ou moins durable, enfin, stable. Là, l'idée même de modèle n'est pas forcément, ne doit pas être lue de la même façon. Et on peut même se demander si, en tout cas, cette recherche, le terme modèle qui est utilisé par ailleurs en épistémologie, enfin, dans beaucoup de disciplines, etc., n'est pas, usurpé c'est peut-être beaucoup dire, mais n'est pas, d'une certaine façon, au-delà de ses usages normaux. Les enjeux, alors, quels sont-ils? Bon, la consistance des modèles d'affaires apparaît donc assez difficile à saisir. Et vous en avez, à mon avis, une présentation par la présentation d'enquête qui a été faite par Pierre-Jean Bengozi tout à l'heure. Enfin, il a lui-même indiqué que toute une série de conclusions, et, bon, on n'avait pas le choix, enfin, que c'était des hypothèses, plus ou moins qu'on en était à une phase peut-être de démarrage. Leur fonction première serait à mon avis, ne serait pas de gérer l'hyper-offre, parce que ça c'est un terme avec lequel je me trouve en désaccord. Bien sûr qu'il y a une saturation de l'offre, il y a une exagération de l'offre, mais cette offre, elle est dans la continuité de ce que sont les industries culturelles de tout temps. Bon, ce que la Lontraine dit ne me paraît pas éclairant de ce point de vue-là, mais finalement, la fonction première, c'est d'organiser une succession d'essais-erreurs, des marchés autour des portails généralistes et surtout spécialisés. C'est d'essayer d'obtenir à l'issue d'une phase d'essais-erreurs, finalement, une structuration des marchés. Autrement dit, à la question que Pierre-Jean Bengozi a lui-même posée, il a posé 3 questions à la fin. Moi, je dirais, effectivement, c'est une phase de préparation. Je ne sais pas si c'est le terme que tu as utilisé, je l'ai noté, mais je ne l'ai pas sous les yeux. Et au-delà, il y a différents enjeux qui, à mon avis, que reflètent l'intérêt pour les modèles d'affaires. La répartition des ressources publicitaires. On en a parlé également dans les communications récemment. C'est un point central. Enfin, globalement, en France, en 2012, l'Internet, c'est vague, représente, ce qui est beaucoup, et d'une certaine façon peu, 12% du montant des ressources affectées aux médias, toute catégorie de médias. Et on comprend dans ce contexte qu'il y ait une appétence forte pour la répartition des ressources publicitaires, parce que pour faire grimper ce pourcentage, c'est difficile. Les formes organisationnelles, ça c'est un enjeu tout à fait important qui permet de réduire les coûts tout au long de la chaîne. Je dis tout au long de la chaîne, depuis la conception, depuis le point de départ, et pas seulement au niveau de la diffusion, distribution, qui est prise en charge par de nouvelles modalités d'intermédiation. La question de l'éditorialisation, c'est un enjeu. Hein. Est-ce qu'on va aller vers une éditorialisation au sens que les chercheurs en sciences informatiques donnent, ou est-ce que, disons, ce que l'édition a depuis 1750 en réalité, est-ce que ceci va être maintenu ou repris? Les mutations de l'intermédiation sont évidemment centrales dans
elles sont reflétées par tous les travaux sur les modèles d'affaires. Et je dirais que ces mutations, c'est pas tant pour moi, à mon avis, une question de y a-t-il un nouveau modèle d'intermédiation? Je ne le crois pas. Pour moi, c'est comment, en réalité, avec les nouveaux acteurs ou avec les acteurs majeurs dont j'ai parlé lors de ma première intervention, c'est-à-dire Facebook, Google, Amazon et Apple, avec ces acteurs majeurs, c'est au-delà de ce qui se passe au sein des portails, généralistes ou spécialisés, c'est au-delà de tout ce qui se passe, c'est une remise en question de la diffusion et de la distribution qui sont effectivement assurées dans les industries culturelles historiques, qui étaient assurées par un oligopole dans chacune des filières. Bon, voilà, me semble-t-il, et Monsieur le Président, j'ai tenu compte de ce que Pierre Meglin avait dit, pour ne pas le redire, donc j'ai fait gagner du temps, me semble-t-il. Alors je peux continuer à parler, ou je peux vous rendre... Il te resterait normalement 5 minutes, pas plus. Non, mais je peux m'arrêter. Enfin, je crois que j'ai dit l'essentiel, et je conclurai simplement sur un point, c'est que le développement des modèles d'affaires autour de la diffusion de toute une série de nouveaux produits culturels et créatifs, je dis bien culturels et créatifs, est significative d'un certain nombre de questions que j'ai voulu relever. Et bon, il n'y a pas à opposer modèle d'affaires et modèle socio-économique qui ne se situent pas sur le même terrain. Les modèles socio-économiques ne peuvent pas rendre compte des questions qui sont abordées lorsque des acteurs essayent de gérer des portails dans le court terme. Mais, me semble-t-il, il y a certainement, à l'horizon de la période qui s'est ouverte, des réorganisations des modèles socio-économiques, mais c'est pas, je ne vois pas comment ils pourraient être remplacés pour se substituer par des modèles d'affaires qui ont des fonctions particulières que j'ai essayé de présenter. Nous allons maintenant passer à la partie discussion, questions, commentaires, débats. On a une petite demi-heure, mettons que nous nous gardons jusqu'à 13h30. On a grugé un peu sur notre retard, mais on maintient à peu près la demi-heure de retard. Alors, si vous devez vous présenter à l'avant, parlez fort et puis en synthèse, s'il vous plaît. 4 points. Premier point, des questions d'éclaircissement qui concernent tout d'abord Pierre-Jean. Je crois que tu n'as pas eu le temps de présenter la troisième raison et qui explique la prolifération des modèles. Pourrais-tu le faire? La seconde question d'éclaircissement concerne Pierre. Tu n'as pas développé sur ton 6e point concernant les modèles. Et je n'ai pas bien compris. Voilà, ça c'est le premier point. Second point, on voit que subsiste... Je peux poser que des questions d'éclaircissement? Ben, tu n'as pas envie d'en passer, parce que si pour chacune de tes 4 questions, tu as 2 sous-questions, ça va en faire 8. J'aurais le temps déjà d'en poser 2. Allez, allez. Alors, on voit qu'il y a encore, notamment entre Bernard et Pierre, 2 visions des modèles. Pour Pierre, les modèles sont éternels, et pour Bernard, les modèles changent, se transforment. Alors, est-ce que vous pourriez revenir sur ces questions? Et peut-être la question aussi des rapports de force. Comment, dans les modèles d'affaires ou dans les modèles socio-économiques, les rapports de force entre des secteurs différents, par exemple les matériels, les télécoms ou les contenus, comment peut-on les voir poindre? Et dernier point, le rapport métaphorique à l'édition. Est-ce que tu ne crois pas, Pierre, que certes aujourd'hui dans le cas de Swatch, c'est une métaphore, mais que l'évolution de la notion de culture et parallèlement aussi des transformations, par exemple du circuit de diffusion,
font que Swatch, la montre Swatch risque de devenir un produit culturel. C'est peut-être pas un produit culturel lorsqu'elle est vendue place Vendôme, mais lorsqu'elle est vendue chez Colette, par exemple, elle est peut-être plus proche d'un produit culturel. Voilà, Monsieur le Président. Alors, je sais pas si vous répondez. Oui. En fait, ça va me permettre en même temps de faire le lien avec l'intervention de Bernard. En fait, la troisième raison, pour moi, la prolifération, enfin la première, donc c'est le fait qu'on est sur des phases d'exploration. La deuxième, c'est que les technologies donnent la possibilité d'innover beaucoup plus finement sur les outils, donc créer une version quasiment automatique, puisqu'on innove sur la diffusion alors qu'on faisait beaucoup moins avant. La troisième, ça revient à réinterroger qu'est-ce qu'on entend par modèle. C'est de mettre à son modèle la notion de configuration stratégique, avec la définition que rappelait Bernard, en disant finalement dans la capacité de repenser en permanence les différentes dimensions, le prix, la relation consommateur, la nature de l'offre, la sélectivité de l'offre, la manière d'agréger, etc., se joue une capacité des firmes de se repositionner en permanence dans un équilibre dynamique par rapport à leurs concurrents, par rapport à une évolution, par rapport à une concurrence qui évolue, une régulation qui se transforme, des technologies qui apparaissent, etc. Donc c'est plus cette vision d'équilibre dynamique que rappellent les modèles de la Reine Rouge, tous les modèles évolutionnaires finalement, et dont naturellement je suis plus proche comme terme d'explication. Moi, je ferai une réponse en 3 points. D'abord, tout à fait d'accord pour ce qui concerne ce que Philippe vient de dire sur Swatch. Je dirais même que d'une certaine façon, on pourrait aussi se dire que lorsque un de ces artistes que Swatch embauche expose dans une galerie, puis reproduit les gravures tirées du fond de montre, alors à ce moment-là, on est déjà dans les produits culturels. Mais Swatch en tant que tel, il faut attendre, il faut voir. Mais l'intérêt des modèles, je vais du coup rebondir sur ce que vient de dire Pierre-Jean, c'est mon deuxième point. L'intérêt des modèles, c'est précisément peut-être que c'est d'abord une production du chercheur. C'est des modèles socio-économiques. C'est ce qui distingue fondamentalement les modèles socio-économiques des modèles d'affaires. Les modèles d'affaires, c'est une production des acteurs, des agents industriels. Les modèles socio-économiques, c'est une production du chercheur qui, à titre heuristique, essaie de comprendre comment les stratégies des différents acteurs se situent par rapport à un certain nombre de jalons. Voilà, je pense, la distinction importante. Troisième élément, bon, je ne sais pas s'il y a des différences entre Bernard et moi, je ne crois pas, enfin en tout cas, il ne me semble pas, mais je pense qu'il y a un point qui nous rapproche fortement, qui d'ailleurs nous rapproche également fortement de ce que Éric a présenté et qui nous distinguerait de ce que Pierre-Jean a dit. Je pense que nous insistons, nous, bon, d'abord, excuse-moi, la question c'est de savoir si l'approche en termes de modèle d'affaires, modèle socio-économique, c'est simplement un problème de focale. Moi, je ne crois pas que ce soit seulement un problème de focale. Je pense que nous sommes, Bernard, Éric et moi, d'accord sur le fait que c'est plus qu'un modèle de focale, c'est plus une manière d'appréhender un champ du réel. C'est en fait une orientation presque idéologique, en tout cas théorique, d'aborder le réel. Et cette orientation théorique, idéologique, elle se caractérise par le fait que les modèles d'affaires sont conçus pour que ça marche, tandis que les modèles socio-économiques sont conçus pour essayer de comprendre pourquoi ça ne marche pas, ou pas vraiment, ou pas entièrement. Les modèles socio-économiques insistent sur les tensions, Bernard l'a dit tout à l'heure, et là moi je suis absolument d'accord avec lui, c'est l'idée que les modèles socio-économiques, ils insistent sur le fait qu'il y a des tensions, des concurrences, des contradictions sur la filière, entre les auteurs, les producteurs, les distributeurs, etc. C'est ça qui est problématique. Moi, je dirais, pour dire les choses simplement, et sans aucun côté péjoratif ni l'un ni l'autre, il y a une approche plus critique du côté des modèles socio-économiques et une approche plus pragmatique du côté, plus descriptive du côté des modèles d'affaires. Sur la partie de la question de Philippe, la métaphorisation ou le rapport métaphorique. Une culture sans artiste. Ben, oui, la question s'intéressait à Pierre. Oui, parce que le propre des industries créatives, c'est quasiment une culture sans artistes. Oui. Oui, ils sont professionnels. Absolument. Oui. C'était le cas aussi de l'industrie culturelle. Oui.
Dans l'histoire, oui, dans l'histoire. Pierre-Jean, tu veux répliquer à Bernard et Pierre? Non, mais, moi, je suis gêné parce que je fais partie de la table ronde de cet après-midi où la question est également évoquée. Donc, j'ai très peu parlé des modèles socio-économiques ou de production et de consommation parce qu'il en est question cet après-midi. Mais je partage tout à fait ce que Pierre vient de dire récemment. Mais je ne voudrais pas, peut-être que cet après-midi, on aura l'occasion de voir les quelques différences qu'il y a entre nous, mais ce n'est pas central. Il vaudrait mieux qu'on discute avec Pierre-Jean, qu'on débatte avec Pierre-Jean sur ce sujet. Et je signale qu'il y a... Oui, c'est ça. Juste peut-être très très rapidement, c'est sur le dernier commentaire, je pense que c'est intéressant de regarder l'historicisation des choses. Quand je dis les industries culturelles, finalement, quand je regarde le cinéma jusqu'aux années 30, il n'y a pas d'artistes. C'est un cinéma qui est très anonymisé d'une certaine façon. Les stars commencent à arriver. De la même façon, à l'inverse de ce qu'il disait Pierre. Pierre disait, finalement, le modèle éditorial, il est porté par un modèle bourgeois, le modèle peuple, etc., très différent des modalités d'accès des modèles de flow. Là aussi, je pense qu'il faut, quand on regarde, par exemple, le patrimoine, les musées, l'opéra, etc., on est sur des modèles d'accès qui sont aussi des modèles bourgeois, mais pas du tout sur une appropriation, des formes d'appropriation. Donc on n'a pas... donc je lancerai en tout cas la manière dont tu renvoyais l'un à l'autre. Le temps que Patrice prenne la parole. Oui, je suis d'accord, sauf que le musée, c'est une partie d'un système d'appropriation de l'œuvre. Il faut quand même admettre que la personne qui répond n'exige pas nécessairement une réponse immédiate. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais revenir sur 2 points. D'une part, sur la question des amateurs et d'autre part, sur la question des mutations. Finalement, c'est un thème qui s'est posé plusieurs fois. Mutation, un peu bizarrement, j'ai l'impression que la question du numérique a été peu évoquée. Alors peut-être qu'elle a été évoquée ces derniers jours, puisque je n'ai pas pu venir aux deux journées précédentes. Je crois que la question que posait Éric Georges est tout à fait une question centrale, finalement. Est-ce que ce phénomène des amateurs est un phénomène nouveau ? Est-ce qu'il ne rejoint pas le vieux débat des analyses sur les industries culturelles, qui est la question du vivier ? À mon avis, il y a une rupture, tout d'abord parce que j'ai l'impression que l'offre de produits culturels aujourd'hui est très nettement supérieure à ce que le marché peut écouler. Et ça, ce n'était pas le cas avant. Et pour moi, c'est profondément lié aux caractéristiques du numérique, caractéristiques d'une part dans les outils de production, puisque on a des outils qui aujourd'hui sont relativement identiques pour les professionnels et pour les amateurs. Et je vous rappelle ce que disait Becker, qu'on n'a pas été cité là. Mais je pense que le livre de Becker sur les mondes de l'art, à ce niveau-là, est central. Et Becker rappelle bien que finalement, ce qui distingue le monde de l'art, c'est des outils spécifiques. C'est une division du travail spécifique. Autant de choses qui ont disparu dans la production amateur. Et puis, deuxièmement, le numérique amène des modes de diffusion et de distribution radicalement nouveaux. J'aimais bien la formule de Pierre-Jean qui parlait d'une économie du luxe et du low cost, non pas en opposant luxe et low cost, mais rappelant l'exemple de YouTube est évidemment un très bel exemple, que tout ça se combine. Donc, je crois que là, il y a vraiment une transformation. Et puis, j'y rajouterai, puisque Éric Georges reprenait cet élément de mon analyse, ce que j'appelle la démocratisation des compétences, qui fait qu'il y a aujourd'hui, par rapport à un demi-siècle, finalement, un nombre d'individus capables de réaliser des produits culturels infiniment plus grands que ceux qui existaient auparavant. Bon, la première chose sur l'abondance de l'offre, je pense que là aussi, on peut aussi se poser la question sur l'abondance de l'offre en termes de continuité ou de rupture, en se posant cette question-là.
parce que l'une des caractéristiques des industries culturelles, c'est traditionnellement, donc de ce point de vue-là, j'aurais plutôt tendance à dire qu'il y a continuité, l'offre est par nature abondante, ne serait-ce que parce que l'une des caractéristiques des biens culturels, c'est justement l'incertitude. Et que l'incertitude, en fait, de la réussite d'un film de cinéma, par exemple, ou de tout autre produit culturel, est intimement liée à une offre qui est extrêmement abondante, et plus que dans d'autres secteurs. Donc je ne suis pas complètement sûr, je ne suis pas non plus complètement sûr qu'il y ait une rupture de ce point de vue-là, et je ne sais pas s'il y a continuité ou rupture. C'est sûr que le développement des technologies numériques, la numérisation systématique de tout le secteur, et en fait de l'ensemble des industries, de la culture, de l'information et de la communication, processus de numérisation qui a commencé maintenant il y a plusieurs dizaines d'années, contribue à une augmentation de l'offre. Mais là encore, comme je dis, je ne sais pas si on faut en parler en termes de rupture ou de continuité pour le moment. Par rapport à la place des technologies, hein, puisque elle n'a pas été au centre, elle n'a pas été au centre, il me semble, parce que les problématiques sont plutôt abordées d'un point de vue socio-économique, hein, me semble-t-il, depuis 2 jours. Bon, on pourrait faire une translation et puis envisager ça plutôt dans une perspective de type socio-technique, par exemple. Mais, alors je pense que là aussi, hein, ça renvoie au déterminisme, aux déterminations, au rapport entre économie et technologie. Bon, le rôle des technologies numériques, l'information et la communication me semble tout à fait central, mais là aussi, je ne suis pas sûr que par rapport aux amateurs, comme je le dis à partir de mes interrogations, en fait, le mot amateur cache des réalités qui sont très différentes les unes des autres, des pratiques qui sont très différentes les unes des autres. Et mon hypothèse par rapport à ça, ce serait de dire qu'il n'y a pas forcément un amateur qui jouait un rôle, j'allais dire, un rôle très vaste. Il y a aussi des spécialisations de tâches et des séparations de tâches. On pourrait quasiment peut-être retrouver la question de l'industrialisation, en fait, la séparation des tâches, une quasi-rationalisation des tâches, en fait, à l'intérieur même du monde des amateurs. Et là, en fait, il faudrait creuser certainement plus la chose, en travaillant sans doute dans diverses perspectives. À la fois, évidemment, la perspective qui me vient à l'esprit, c'est de travailler à partir de la notion de filière, mais bon, mais on peut aussi travailler à partir par exemple, de prendre des créations culturelles et de prendre des créations culturelles qui sont en fait présentes sur plusieurs supports médiatiques, cinéma, télé, littérature, jeux vidéo, et voir quels sont les différents rôles des amateurs et de quels amateurs il est question, en fait, empiriquement, à travers le temps aussi. Essayer de voir des productions culturelles qui ont une certaine pérennité, qui existent depuis 10, 20, 30, voire 40 ans. L'exemple qui m'a sauté aux yeux, et puis j'en discute avec quelques collègues à l'UQAM pour voir si on travaille là-dessus, l'exemple qui m'a sauté aux yeux, c'est l'univers de Star Trek, hein, qui existe bien avant le Web 2.0, bien avant les technologies numériques d'information et de communication, et le rôle des fans par rapport à Star Trek joue un rôle important bien avant le Web 2.0, hein, et voir en fait travailler à la fois sur les déclinaisons sur différents supports d'un univers comme celui-ci, et travailler aussi dans le temps. Je ne veux pas dire dans le temps long, mais ça fait quand même 40 ans. Hein. Donc il y aurait bien des choses à faire pour creuser. Non, mais il vaut mieux qu'il y ait des questions. Bonjour et merci pour cette passionnante présentation. Alors moi, j'ai envie de vous poser une question un peu décalée. Justement, par rapport à ces modèles socio-économiques, on parlait d'emprunt métaphorique et d'un monde sans artiste. Mais alors, l'artiste, lui, qui pour l'instant est considéré comme finalement un maillon de la chaîne, pour un certain nombre d'artistes, l'important c'est justement de ne pas souscrire à des modes officiels
et d'aller d'aller proposer des choses nouvelles, quitte à subvertir éventuellement des modes de fonctionnement. C'est-à-dire que ce que... C'est sa vocation, ça. Comment ? Oui, c'est sa vocation. C'est sa vocation. Et du coup, par rapport justement à une systématisation comme celle que proposerait, imaginons que l'artiste qui travaille pour Swatch expose ensuite dans des galeries, là on est dans une forme quasiment d'art officiel. Alors, est-ce que justement il n'y a pas une réflexion qui existe déjà d'ailleurs de la part des acteurs économiques pour voir ce qui se fait du côté des artistes dits alternatifs? Et en fait, je vous pose cette question aussi parce que pour avoir interrogé un certain nombre de chefs d'entreprise qui investissent dans le domaine de l'art, dans leur bouche revient à plusieurs reprises l'idée qu'ils s'inspirent des manières de faire de l'artiste pour être de plus en plus réactifs et évoluer, et faire évoluer leur manière de faire. Donc c'est, voilà, en quoi on s'inspire des artistes un peu à la marge, je veux dire. Oui. La question que vous posez explique pourquoi moi je ne me limite pas à parler de modèles socio-économiques, c'est-à-dire sociologiques et économiques, et j'ajoute symbolique, esthétique. Enfin, je crois que c'est symbolique en même temps, socio-symbolique. Bon. Tout simplement parce que ce qui explique le succès ne peut pas être simple, n'est pas lié simplement à une bonne organisation économique, ni à ce que ça rencontre des réponses de la société. Enfin, il y a autre chose qui intervient, et je crois qu'il faut le dire, dans les industries culturelles, cet aspect, cette dimension est centrale. Voilà, moi, ce que je pourrais répondre. Je voulais intervenir tout à l'heure à propos sur un point qu'a signalé Patrice Fichy, c'est la question de la dimension de l'offre, de l'hyper-offre. Alors c'est vrai qu'il y a une hyper-offre. C'est vrai que le numérique, Patrice, tu as raison, favorise cette production, cette hyper-offre. Mais il ne faut pas croire que, enfin je pense que Patrice le sait tout aussi bien que moi, il ne faut pas croire que les industries culturelles n'ont pas fonctionné avec une offre très excédentaire depuis fort longtemps. Moi j'ai un souvenir, c'est que l'un des éditeurs, si on peut appeler ça un éditeur, qui faisait dans le compte d'auteur, la pensée universelle, recevait 1 million de manuscrits par année, enfin dans les années 80, etc., 90. Autrement dit, l'hyper-offre a toujours fonctionné, et précisément les stratégies éditoriales ont toujours été de jouer avec cette hyper-offre, non pas seulement parce qu'il y avait un vivier, mais non pas seulement pour exploiter les auteurs, mais aussi pour, en quelque sorte, pour sélectionner les produits qui vont réussir. C'est-à-dire que le fait... moi, c'est la raison pour laquelle je ne crois pas à un avenir des productions... Je ne crois pas, c'est une croyance, des productions culturelles et informationnelles sans professionnels. Le fait de produire... Elle est produite, cette séparation entre professionnels et amateurs, elle n'est pas liée à des aspects techniques. Elle est produite, et là, elle a un sens. Et je crois que ceci, pour arriver à imposer, ou alors si ça ne se produit pas, il n'y aura plus d'industrie de la culture, il n'y aura plus d'industrie créative, il y aura des produits industrialisés simplement créatifs. Je crois qu'il faut bien voir que c'est lié tout au bout de la chaîne, et pas seulement au niveau de la diffusion, de la distribution. Et voilà. Le point très bref, le premier. La grande différence, Bernard, c'est qu'autrefois, tu avais peut-être 1 million qui étaient envoyés à la pensée universelle, mais aujourd'hui, ils sont tous accessibles en ligne. Alors peut-être qu'ils n'ont que 5 lecteurs, mais la grande différence, c'est qu'ils sont tous accessibles en ligne. Mais ils ne sont pas lus. 5, c'est lu. Il y a quelques clics. Ouais.
Oui, je voudrais réagir alors, sur bon, c'est toujours un peu le premier débat qui sort en arrière, sur les questions de la subversion par les artistes. Et notamment pour revenir sur un point, à mon avis, qu'on n'a pas encore évoqué ce matin, c'est que, bon, d'abord, de ce point de vue-là, Patrice citait Becker, mais les modèles de Becker s'appliquent complètement sur le fait que cette subversion est quand même sous contrainte, en tout cas surtout. Mais par contre, ce qui me semble important au niveau du numérique, c'est que cette subversion joue aussi sur l'émergence de nouveaux standards. Hein, que ce soit les machines humaines, par exemple, autour des jeux vidéo et de la vidéo, les bootlegs, ou la capacité de retravailler sur les musiques, les blogs, etc. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a effectivement des nouveaux standards, des nouvelles formes de création qui apparaissent, mais en même temps, elles ne se maintiennent que parce qu'elles sont ensuite réappropriées, réinscrites dans le modèle de valorisation, dans des plateformes, dans des formes d'échange, ou éventuellement dans des systèmes de droit de propriété qui leur permettent de soutenir. On voit, enfin, un des points de la mission d'Exclure, enfin, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, mais c'est aussi d'ouvrir éventuellement des droits de citation pour permettre des formes de bootlegging sur la musique, etc. Les machines mains aussi, il y a des accords qui sont faits avec les possesseurs de droits vidéo, enfin les droits des jeux. Donc je pense que ce mouvement-là, où se travaillent très très intimement les relations professionnelles amateurs sur un mode différent de celui dont on parle jusque-là, me semble absolument essentiel et éclairer peut-être justement un peu différemment cette opposition entre les uns et les autres. Pierre. Oui. Après, on passe à la question. 3 points très brefs. Le premier, en réponse directement à la question, je ne pense pas que ce soit une question décalée, c'est au contraire la question qui est au cœur de notre colloque, c'est la question de savoir, quand on parle de management créatif, on ne parle pas de la créativité du management, on parle du management de la création. Hein, et donc c'est ça. Et on voit bien d'ailleurs que la question pose le problème de l'articulation entre la sphère du monde de l'art, au sens large, et la sphère de mondes qui ne sont pas de l'art, mais qui s'en rapprochent. Quand l'homme d'affaires dont vous parlez joue à l'artiste, des artistes, Jeff Koons, Damien Hirst et d'autres, jouent à l'homme d'affaires. Deuxième remarque, par rapport à au petit échange qu'il y a eu entre Bernard et Patrice sur la question de l'excès. Oui, Patrice a raison de dire qu'effectivement, aujourd'hui, le million, il est en ligne. Moi, je pense que la question... Qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, non, ou plus exactement, qu'est-ce qu'on en fait avant de le lire? Qu'est-ce qu'on en fait du point de vue de son traitement, du point de vue du traitement de cette masse? Et c'est là que je crois se situe la nouveauté. C'est que soit que l'offre est devenue encore plus excédentaire, soit, et ça serait, mais il y a peut-être aussi une autre hypothèse qui est peut-être encore plus valide, qui est que l'élévation du niveau culturel et réflexif de la société fait qu'il y a de plus en plus de gens qui peuvent avoir... Tout cela justifie des nouveaux intermédiaires, des intermédiateurs. Troisième élément, pour revenir sur la question précédente de Patrice, si on veut s'interroger sur le statut de l'amateur, moi je pense que la grande différence, enfin ce qui marque le grand clivage dans l'histoire des idées, c'est le passage d'une période où l'amateur